34 000 unités produites. C'est l'avion de chasse le plus fabriqué de toute l'histoire de l'aviation. Il a permis aux plus grands as de la Luftwaffe d'atteindre des scores vertigineux, dépassant les 300 victoires aériennes. Aucun autre appareil n'a abattu autant d'ennemis. Mais ce succès a un prix terrifiant. 90% des pilotes de cet avion ont trouvé la mort avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi un tel massacre pour une machine si performante? La réponse se cache dans des détails techniques et historiques souvent ignorés. Des faits brutaux, des réalités dérangeantes. Voici l'histoire du Messerschmitt Bf-109. Un avion passé du statut de prédateur absolu à celui de piège mortel obsolète en seulement quelques années. Tout commence par une interdiction totale. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles paralyse l'Allemagne. L'armée est réduite à 100 000 hommes. Le développement d'armes modernes est proscrit. L'aviation militaire est officiellement morte. La production de moteurs, de pièces détachées et d'avions de combat est interdite sur le sol allemand. Chaque appareil existant doit être livré ou détruit sous surveillance internationale. Mais l'Allemagne ne s'arrête pas, elle triche. Sur le papier, tout est civil. En réalité, les ingénieurs préparent la prochaine guerre. La compagnie nationale Lufthansa devient une façade. Elle utilise des avions dont la conception est volontairement proche des futurs modèles de combat. Les pilotes de ligne ne transportent pas seulement des passagers, ils s'entraînent aux manœuvres militaires. Janvier 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir. Les fondations de la Luftwaffe sortent de l'ombre. Le ministère de l'Aviation exige un nouveau chasseur monomoteur pour remplacer les vieux biplans. Willy Messerschmitt entre en scène. Son concept est radical. Il veut construire la cellule la plus petite et la plus légère possible autour du moteur le plus puissant disponible sur le marché. À l'image, un fuselage étroit, une aile basse, un train d'atterrissage rétractable. Le prototype est compact et agressif. En 1935, le Bf-109 ne ressemble à rien d'autre dans le ciel. Il est plus rapide et plus maniable que tous ses concurrents. Mais ce design extrême cache déjà des faiblesses structurelles qui vont coûter la vie à des milliers d'hommes. L'ironie de cette machine commence ici. L'an 1935. Le moteur allemand prévu pour le nouveau chasseur n'est pas prêt. Les ingénieurs doivent improviser. Résultat, le premier Messerschmitt Bf-109 décolle avec un moteur britannique Rolls-Royce Kestrel obtenu en secret. Comment un avion allemand a-t-il pu voler avec un moteur anglais? La réponse est simple, Berlin était pressé. Le premier prototype prend l'air 2 mois seulement après la création officielle de la Luftwaffe. Le 1er mars, l'Allemagne déchire publiquement le traité de Versailles. Les restrictions tombent, les masques tombent. Le monde entier est sous le choc. À cette époque, l'aviation de chasse ressemble encore aux reliques de la Grande Guerre. Les modèles sont peaufinés, mais la base reste archaïque. On voit des biplans recouverts de toile, des trains d'atterrissage fixes qui traînent dans le vent, des cockpits ouverts où le pilote affronte le froid. Aux États-Unis, le Boeing P-26 entre en service en 1934. On le dit moderne car il n'a qu'une paire d'ailes. Pourtant, ses roues ne rentrent pas et son pilote n'a aucune protection contre les éléments. Chez les Britanniques, les Gloster Gladiators et les Hawker Furies dominent. Ce sont encore des biplans. Le Bf-109 change tout. Sa structure est une monocoque entièrement métallique. Ici, la peau de l'avion supporte la charge, pas un cadre interne en bois ou en tube. À l'image, un cockpit totalement fermé par une verrière, un train d'atterrissage escamotable, un moteur V12 inversé à refroidissement liquide. Sur les ailes, on remarque des becs de bord d'attaque automatique. Ils sortent seuls à basse vitesse. Cela permet des décollages courts et une maniabilité exceptionnelle. À l'intérieur, le siège du pilote est légèrement incliné vers l'arrière. Ce détail permet d'encaisser plus de jets en combat. Le sang quitte le cerveau moins vite. L'armement initial est modeste mais précis. 2 mitrailleuses de 7,92 mm sont placées au-dessus du moteur. Elles tirent à travers l'hélice. Un mécanisme de synchronisation empêche les balles de briser les pales. Pourquoi cette position? La précision est chirurgicale. Les armes montées dans les ailes doivent converger vers un point précis. Ici, les tirs sont groupés et restent efficaces même à longue distance. Mais ce n'était que le début de l'escalade technologique. Été 1936. Les Jeux Olympiques de Berlin. 14 pilotes font une démonstration de force devant les caméras du monde entier. Le Bf-109 enchaîne des manœuvres impossibles pour l'époque. C'est un message politique clair. L'Allemagne est redevenue une puissance militaire. L'année suivante, une version modifiée bat le record du monde de vitesse. 610 km/h. La propagande nazie s'en empare immédiatement.
Elle fait croire que tous les avions de série sont aussi rapides. Dans les chancelleries étrangères, la tension monte. On réalise que personne n'a de réponse face à une telle machine. Pourtant, ce chasseur cache un défaut mortel. Il a tué plus de pilotes allemands que le feu ennemi. Son train d'atterrissage est fixé au fuselage et non aux ailes. Visuellement, l'avion est pur et aérodynamique. Pour l'usine, c'est un gain de temps énorme. Mais en réalité, les roues sont trop proches l'une de l'autre. L'avion est instable au sol. Au décollage, dès que la queue se lève, le couple du moteur entraîne l'appareil violemment vers la gauche. Si le pilote ne réagit pas à la milliseconde, c'est le crash. Le bilan est lourd. 10% de tous les Bf-109 produits ont fini broyés au décollage ou à l'atterrissage. On dénombre 1700 avions perdus dans des accidents de train d'atterrissage. Rien que durant l'entraînement, 1700 pilotes de la Luftwaffe se tuent sans avoir vu un seul ennemi. Ce défaut structurel ne sera jamais corrigé. L'avion est resté un piège mortel pour ses propres pilotes jusqu'à la fin de la guerre. Ainsi s'est forgée la légende du Messerschmitt. Début de l'année 1937. C'est le baptême du feu pour le Messerschmitt Bf-109. La variante B arrive en Espagne. Les Allemands transforment la guerre civile espagnole en laboratoire géant pour tester leur nouvelle machine. Pourquoi envoyer des avions si loin? Pour dominer. Et le résultat est immédiat. Le Bf-109 écrase les chasseurs fournis par l'Union soviétique. Pourtant, ces appareils russes étaient jugés performants à l'époque. Mais face au Messerschmitt, ils ne font pas le poids. À la fin du conflit, en avril 1939, le verdict tombe. Le Bf-109 est officiellement le meilleur chasseur du monde. Les pilotes allemands rentrent avec une expérience de combat inégalée. L'avion, lui, ne cesse d'évoluer. On passe du modèle B aux versions C et D. Décembre 1938. La version E débarque sur les pistes. Sous le capot, un moteur Daimler-Benz de 1000 chevaux. C'est une révolution de puissance. Pendant ce temps, le reste du monde essaie désespérément de rattraper son retard. Les Britanniques lancent le Hawker Hurricane en 1935 et le Spitfire en 1936. Problème, aucun des deux n'entre en service avant 1938. Les Français volent sur des modèles périmés. Les Américains ont des années de retard. Leurs premiers monoplans modernes n'arriveront qu'à la fin de la décennie. 1er septembre 1939. L'invasion de la Pologne déclenche la Seconde Guerre mondiale. La Luftwaffe aligne 1000 Bf-109. 850 sont des modèles E flambant neufs. La Pologne tombe en seulement un mois. À l'image, des colonnes de blindés et des épaves d'avions polonais au sol. Le scénario se répète en France. Le Bf-109 surclasse tout ce qui vole. Mais en mai 1940, tout change. Les Allemands croisent enfin le Supermarine Spitfire britannique. C'est le premier duel à armes égales. Qui est le meilleur? À ce stade, la machine ne fait plus la différence. Tout repose sur le pilote. Le Spitfire vire plus court et manœuvre mieux. Mais le Messerschmitt grimpe plus vite et plonge de façon foudroyante. À première vue, les deux avions se valent. Mais en réalité, le moteur allemand a un avantage technique décisif. Le Daimler-Benz utilise l'injection directe. Le Spitfire, lui, utilise un carburateur à flotteur. Sur la vidéo, on voit le Spitfire tente de piquer, son moteur bafouille. C'est physique. En cas de manœuvre brusque vers le bas, le carburant du Spitfire est coupé par la force centrifuge. Le moteur cale. Les Allemands exploitent cette faille. Ils plongent pour s'échapper, sachant que les Anglais ne peuvent pas les suivre immédiatement. L'Europe de l'Ouest est désormais occupée. Hitler prépare la bataille d'Angleterre. 2500 avions allemands sont massés en France et aux Pays-Bas. On ajoute des plaques de blindage pour le pilote. On installe des réservoirs largables. Pourquoi ces modifications? Parce qu'il faut traverser la Manche, escorter les bombardiers et combattre au-dessus du sol britannique. C'est ici que les problèmes commencent. Le Bf-109 n'est pas fait pour ça. C'est un intercepteur à courte portée, pas un chasseur d'escorte. Son rayon d'action est limité à 640 km. Au-dessus de l'Angleterre, les pilotes n'ont que 15 minutes d'autonomie pour combattre. Une minute de trop, un impact dans le réservoir, et c'est la mort. Les pilotes doivent souvent abandonner les bombardiers en plein combat pour espérer rentrer en France. Beaucoup échouent. Des dizaines de Messerschmitt s'abîment dans les eaux glacées de la Manche à court de carburant. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Les Britanniques possèdent le radar. Ils voient arriver les raids à plus de 160 km de distance.
Quand les Allemands arrivent épuisés, des Spitfire et des Hurricanes les attendent avec des réservoirs pleins. À l'image, les traînées de condensation s'entremêlent dans un ciel saturé de DCA. Fin octobre 1940, le bilan est lourd. L'Allemagne a perdu plus de 1700 avions, dont 600 Messerschmitt. Monter dans un Bf-109 à cette époque n'avait rien d'un luxe. Ce n'était pas un avion robuste comme les futurs Focke-Wulf 190. Son moteur en ligne était refroidi par eau, exactement comme une voiture de série. Parlons de protection. Le blindage du Messerschmitt était équivalent à celui d'une Toyota Yaris. À part une vitre pare-balles et quelques plaques, l'avion est une peau de métal ultra fine. Une seule balle dans une durite d'huile ou de liquide de refroidissement et l'avion est condamné. Le moteur surchauffe en quelques secondes. Le pilote n'a plus qu'un planeur entre les mains. Il doit choisir, s'écraser ou sauter en parachute s'il a assez d'altitude. La vitesse et l'agilité étaient les seules véritables protections. À l'intérieur de la cabine, c'est l'enfer. Les pilotes alliés qui l'ont testé sont formels, c'est trop étroit. Le siège est inconfortable, la visibilité est médiocre. Tout a été sacrifié pour rendre l'avion le plus fin et le plus profilé possible. Le printemps suivant apporte une situation absurde. Quelques années plus tôt, l'Allemagne avait vendu 70 exemplaires du Bf-109 à la Yougoslavie. Avril 1941, Hitler envahit le pays. Les Yougoslaves n'ont pas le choix. On entend le vrombissement des moteurs qui décollent en urgence. Les pilotes yougoslaves doivent maintenant utiliser des Messerschmitt allemands pour abattre les Messerschmitt de la Luftwaffe. Des frères d'acier qui s'entretuent dans le ciel des Balkans. Ainsi s'est achevé ce chapitre sanglant. 11 jours de combats acharnés. Avril 1941. La Yougoslavie doit se défendre contre l'invasion allemande avec les propres avions de son agresseur. À l'image, des Messerschmitt Bf-109 portant les couleurs yougoslaves affrontent les Bf-109 de la Luftwaffe. Le chaos est total. Le premier jour, les pilotes yougoslaves revendiquent 7 victoires allemandes, mais perdent 5 appareils. Au sol, les artilleurs antiaériens sont perdus. Ils n'ont aucun moyen d'identifier leurs propres avions. Résultat, ils ouvrent le feu sur leurs propres pilotes à plusieurs reprises. Le conflit s'étend à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le 109 s'adapte. On installe des filtres à sable sur les prises d'air moteur. C'est la version tropicalisée. Elle fonctionne dans le désert, mais la chaleur extrême et le terrain abrasif usent les machines à une vitesse record. Juin 1941. L'Allemagne lance l'opération Barbarossa. L'invasion de l'Union soviétique commence. 450 Bf-109 soutiennent l'attaque initiale. Une nouvelle variante entre en service, le Friedrich. Le modèle F intègre les leçons de la bataille d'Angleterre. On voit une casserole d'hélice plus large, un capot moteur redessiné et des saumons d'ailes arrondis. Les canons d'ailes disparaissent. Tout l'armement est concentré dans le nez. Précision accrue, maniabilité optimisée. Pour les as de la Luftwaffe, le modèle F est le meilleur Messerschmitt jamais construit. 2 mitrailleuses synchronisées tirent à travers le disque de l'hélice. Un canon unique tire à travers le moyeu creux. C'est le système moteur canonneux. L'arme fatale? L'obus de 20 mm nommé Minengeschoss. Sa paroi en acier étiré est très fine. Cela permet de doubler la charge explosive par rapport à un obus classique. Les pilotes allemands adorent cette puissance de feu concentrée. Les résultats sur le front de l'Est sont vertigineux. Les pilotes allemands revendiquent plus de 4000 avions russes. Leur propre perte? Seulement 150 appareils. L'armée de l'air soviétique est désorganisée, équipée de vieux biplans ou de monoplans dépassés. Les scores de victoire s'envolent. Mai 1942. Le Gustav remplace le Friedrich. Le Bf-109G arrive avec un moteur Daimler-Benz de 1500 chevaux. C'est la version la plus produite de l'histoire, avec 12 000 exemplaires. L'armement devient encore plus lourd, avec des mitrailleuses de 13 mm. À première vue, une machine de guerre parfaite. Mais en réalité, un cercueil mécanique. La qualité des métaux s'effondre en Allemagne. Les soupapes d'échappement cassent, les pannes se multiplient. Sur les premiers modèles G, le réservoir d'huile fuit directement sur le moteur brûlant. Les avions prennent feu en plein vol. Le capitaine Hans-Joachim Marseille, las aux 158 victoires, va le payer de sa vie. Il refusait de piloter le modèle G. Il a fallu un ordre direct pour le forcer à changer. Après seulement 7 victoires avec son nouvel avion, la catastrophe arrive.
Son cockpit se remplit soudainement d'une fumée noire et épaisse. Marseille tente de rejoindre ses lignes sous la protection de ses équipiers. Arrivé en zone amie, il doit sauter. Mais le 109 a un défaut majeur, sa verrière. Contrairement aux avions alliés, elle ne glisse pas, elle bascule sur le côté. À haute vitesse, la pression de l'air bloque l'ouverture. Le pilote doit larguer toute la structure en urgence, puis retourner l'avion pour tomber. Dans la fumée, Marseille ne voit pas que son avion pique du nez. Il vole à plus de 600 km/h. Quand il s'éjecte, le souffle de l'air le projette en arrière. Son torse percute violemment la dérive verticale de l'appareil. Tué sur le coup ou assommé, il chute vers le sol. Son parachute ne s'ouvrira jamais. Ses équipiers assistent à la scène, impuissants. Mais pourquoi les pilotes allemands avaient-ils des scores aussi élevés? La raison est sombre. Contrairement aux Alliés, la Luftwaffe n'avait pas de système de rotation. L'Allemagne manquait cruellement de pilotes formés. Ils volaient jusqu'à la mort, la capture ou la blessure grave. Même blessé, le répit était court. À peine rétabli, le pilote retournait au combat. Une escadrille allemande a perdu plus de 100% de son effectif initial. Tous les pilotes ont été tués, remplacés, et leurs remplaçants ont été tués à leur tour. L'année 1943 arrive. La mission des Bf-109 va radicalement changer. 33 000 chasseurs. C'est le nombre record de Bf-109 construits par l'Allemagne nazie. Une machine de guerre omniprésente. Mais au début de la campagne de bombardement alliée, cette machine a failli se briser. Les forces aériennes américaines et britanniques ont lancé une offensive conjointe. L'objectif était l'anéantissement total de l'infrastructure allemande. Les usines d'avions devaient brûler, la Luftwaffe elle-même était la cible principale. Pourquoi les Alliés ont-ils subi des pertes aussi terrifiantes au début? Ils avaient la puissance de feu. Mais ils avaient oublié une règle simple de la géométrie de guerre. Les bombardiers devaient frapper loin, très loin derrière les lignes ennemies. Mais leurs escorteurs, les chasseurs, n'avaient pas l'autonomie nécessaire. La conséquence était brutale. Les chasseurs alliés accompagnaient les bombardiers aussi loin qu'ils le pouvaient. Puis, le voyant de carburant s'allumait. Ils devaient faire demi-tour vers l'Angleterre. C'est exactement ce que les Allemands attendaient. Dès que les escorteurs disparaissaient à l'horizon, les pilotes de la Luftwaffe écrasaient l'accélérateur. Ils se ruaient sur les formations de bombardiers laissées sans protection. Abattre un bombardier n'avait rien à voir avec un duel aérien classique. C'était une cible mortelle. Les B-17 forteresses volantes volaient en formation serrée, créant un mur de feu impénétrable avec leurs multiples mitrailleuses. Les pertes allemandes s'accumulaient. Les pilotes de la Luftwaffe ont vite compris. Attaquer une forteresse volante avec des armes standards était du suicide. Le Bf-109, le cheval de trait de l'aviation allemande, n'était pas conçu pour ça. Ces canons d'origine ne suffisaient pas à percer le blindage épais des géants américains. Les ingénieurs allemands ont donc pris une décision fatale. Ils ont transformé un chasseur agile en tueur de bombardiers lourdement armés. C'était le début de la fin. À première vue, une amélioration de la puissance de feu. Mais en réalité, la destruction de l'aérodynamisme de l'appareil. Ils ont ajouté des canons de 20 mm, puis de 30 mm. Des gondoles lourdes ont été fixées sous les ailes, contenant 135 obus chacune. La traînée aérodynamique a explosé. L'équilibre de l'avion a disparu. En vol, le Bf-109 surchargé oscillait comme un pendule instable. Ils ont même testé des roquettes RR de 112 kg pour tirer à distance de sécurité. Contre les bombardiers, c'était efficace. Mais l'histoire allait prendre un tournant dramatique. Les Alliés ont résolu leur problème majeur, le carburant. La technologie des réservoirs largables a été perfectionnée. Et surtout, elle a été couplée avec le P-51 Mustang, équipé du moteur britannique Merlin. Le mariage était parfait. Désormais, les chasseurs alliés pouvaient escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et revenir. Ils avaient assez de carburant pour le voyage et assez de réserves pour le combat. Sur les images d'archives, on perçoit la panique. Les pilotes allemands pensaient être en sécurité au-dessus de leur propre territoire. Soudain, le ciel s'est rempli de Mustang. Les pilotes américains larguaient leurs réservoirs vides. Ils retrouvaient instantanément leur pleine agilité. Face à eux, des Bf-109 lourds, lents, surchargés de canons et incapables de manœuvrer. Ce n'était plus un combat, c'était un massacre. Les Mustangs chassaient librement, détruisant des centaines d'appareils allemands cloués au sol ou au décollage. La situation a empiré. L'Allemagne manquait de tout, de carburant, de matériaux, de pièces de rechange. Mais surtout, elle manquait d'hommes.
Contrairement aux Alliés, les pilotes allemands ne connaissaient aucune rotation. Ils volaient jusqu'à la mort ou la blessure grave. Les vétérans avaient disparu. Pour les remplacer, la Luftwaffe envoyait des adolescents dans les cockpits. Des pilotes à peine formés, avec quelques heures de vol au compteur, se retrouvaient face aux as américains et britanniques les plus expérimentés. Mais l'ennemi était aussi à l'intérieur. Dans les usines allemandes, une guerre silencieuse se jouait. Les travailleurs forcés et les prisonniers livraient leur propre bataille. Le sabotage était subtil mais dévastateur. Un écrou mal serré, une poignée de limaille de fer dans un circuit d'huile, des clous glissés dans les réservoirs. Ces hommes et ces femmes, épuisés jusqu'à la mort, ont contribué à faire tomber les avions nazis avant même qu'ils ne décollent. Puis est venue l'heure du désespoir absolu, le Sonderkommando Elbe. Quelques mois avant la chute de Berlin, une unité spéciale a été formée. 300 volontaires. Leur mission était suicidaire. On leur a donné des Bf-109 allégés au maximum. Pas de blindage, presque pas d'armes. L'objectif, imiter les kamikazes japonais. Ils devaient utiliser leur avion comme un projectile pour percuter les bombardiers alliés. Les pilotes pouvaient se retirer 1 heure avant le vol. Aucun registre ne mentionne le moindre désistement. Ils visaient les cockpits ou les empennages. Le métal se déchirait dans un bruit assourdissant. Lors d'une seule mission, 8 bombardiers ont été abattus par éperonnage. Le cas d'Heinrich Rossner est glaçant. Il a lancé son chasseur directement dans le nez d'un B-24 Liberator. Le choc a été terrible. Le bombardier a perdu le contrôle, a percuté un autre appareil de sa formation et les 2 géants se sont écrasés en flammes. Rossner, lui, a réussi à sauter en parachute. Il a survécu avec une clavicule cassée. Mais ses sacrifices étaient vains. La supériorité aérienne alliée était totale. Sur le front, un dicton circulait parmi les soldats. Si tu vois un avion argenté, c'est un Américain. Si tu vois un avion vert, c'est un Britannique. Si tu ne vois aucun avion, c'est la Luftwaffe. Ils avaient raison. Le bilan du Bf-109 reste pourtant inégalé dans l'histoire. 33 000 unités produites, 13 000 rien qu'en l'an 44, sous les bombes. En 10 ans, 9 variantes principales et 80 sous-variantes ont vu le jour. Cet avion a abattu 30 000 appareils ennemis. C'est le chasseur le plus meurtrier de tous les temps. Il a forgé les plus grands as de l'histoire. Erich Hartmann, 352 victoires. Gerhard Barkhorn, 301. Günther Rall, 275. 105 pilotes ont dépassé la barre des 100 victoires. Mais le coût humain a été exorbitant. 90% des pilotes allemands engagés ne sont jamais rentrés chez eux. Le Bf-109 détient un dernier record, celui de la longévité opérationnelle. Certains pays l'ont utilisé jusqu'en 1965. Aucun autre chasseur n'a connu une telle carrière. Et il est probable qu'aucun autre ne la connaîtra jamais. L'histoire de l'aviation s'est arrêtée là pour laisser place à une nouvelle ère.